Bonjour, bienvenue à Défaire le monde. Je m'appelle Colin Boudria. Je m'appelle Emma Bertou. C'est le podcast où on pose des questions étranges à des gens intéressants. La question cette semaine, c'est est-ce que les athlètes dans les équipes sportives devraient venir ou habiter dans la ville qu'ils représentent? C'est absolument pas ça la question. Il n'y a aucune fois où on s'est entendu sur la question, en fait. Est-ce que c'est bizarre d'être aussi patriotique à propos du sport, mais en même temps, les équipes sont rassemblées comme le Canadien de Montréal. Tout le monde est finlandais, américain, suédois, russe. Pourquoi on est weirdly patriote à propos de ça? Ouais. Chauvin sur quelque chose de plein de monde qui viennent même pas de la ville. Ouais, c'est exactement ça la question. On a demandé à Kevin Breton, qui est journaliste sportif, qui connaît le shit beaucoup plus que nous. Radio-Canada. Oui, à la première chaîne de Radio-Canada, d'en parler avec nous. T'sais, toi, tu suivais déjà les sports, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a inspiré plus? Puis est-ce que tu as plus envie de suivre du sport professionnel qui n'est pas dans un contexte Absolument pas. Mais vraiment, vraiment pas. Ça m'a vraiment conforté dans l'idée que les sports que je suis, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Je respecte l'intérêt des gens. J'aimerais bien parfois participer à des fantasy league parce que je trouve que ça a l'air amusant, mais non, T'as pas envie de checker le hockey, t'as pas envie de checker. Non, mais c'est ça, la business des échanges. Et aussi, j'ai pas envie d'écouter le hockey parce que je suis pas une perdante. Fait qu'étant à Montréal, tu peux pas regarder le hockey. Ça me tente pas du tout. Moi, je veux juste savoir, pour commencer, qui est fan de quel sport et pour quelle raison? Parmi vous et moi. Je peux commencer avant toi si tu veux, parce que ça va être beaucoup moins long. Je consomme pas vraiment de sport. Dans des moments de grosse ambiance, là, genre des séries ou des trucs comme ça, je vais regarder des matchs puis je trouve ça le fun. Mais je suis pas aucune ligue sportive en général. J'en regarde un peu pendant genre les Olympiques, mais sinon c'est jamais quelque chose que j'ai développé, puis c'est pas quelque chose qu'on faisait dans ma famille, puis j'ai l'impression que des fois il y a beaucoup de ça aussi là. C'est quelque chose que tu développes en le faisant avec tes parents, puis moi je consomme pas de sport à télé. Quel dommage. Ben non, moi je suis un gros fan de hockey, mais tu sais comme ma job c'est journaliste sportif, il faut que j'écoute à peu près, tu sais je suive de loin ou de près à peu près chaque ligue. Mais ce que je préfère écouter, puis ce que je vais écouter hors de mes heures de travail, ça va surtout être du hockey, mais j'aime pas, tu sais, comme ma job de suivre du sport, c'est pas tant les matchs qui m'intéressent ou les résultats qui m'intéressent, c'est juste que j'aime les belles histoires en général. Puis le hockey, comme n'importe quel autre domaine, il y a des histoires intéressantes, inusitées, curieuses qui se produisent dans ce domaine-là. Fait que c'est juste comme un beau terrain où aller piger puis raconter des belles histoires. Parce que c'est ça, du sport, c'est juste des histoires en temps réel. C'est comme aller au théâtre, mais c'est pas scripté, sauf de la lutte. Puis étrangement, la lutte, c'est peut-être le seul sport que j'écoute pas, mais gros respect quand même pour la lutte. Là. C'est quand même, ils ont leurs fans très précis. Mais sinon, ouais, de A à Z, là, j'aime tout. Puis moi aussi, les gros événements, comme tu sais, mettons, j'aime pas tant le soccer, mais la Coupe du Monde, je vais l'écouter. J'aime pas tant le football américain, mais je me prends toujours à écouter, mettons, le Super Bowl. Ouais. Puis au day-to-day, c'est du hockey plus. Puis le tennis aussi. Ouais. Puis tu dis les histoires, c'est les histoires qui se racontent sur le terrain, pas les histoires... Ouais, pas tant les potins, mettons, okay. Là, pas tant Taylor Swift et son nouveau chum, mais non, tu sais, plus les histoires de succès sur le terrain, mais aussi comme le travail, l'entraînement qui mène à ces histoires-là. Aussi, tu sais, juste comme des trucs très anecdotiques sur l'histoire du sport, tu sais, comme... Tu sais, en réfléchissant un peu à votre sujet aujourd'hui, je me suis retourné dans les origines des repêchages, là, comment ça se construit des équipes sportives. C'est le genre de truc que j'aime raconter parce que quand tu regardes ça de manière très élémentaire, c'est vrai que c'est assez drôle qu'on trie au volet certains humains puis qu'on les unisse du même dossard puis que, tu sais, genre, sociologiquement, il y a de quoi d'intéressant. L'aspect sociologique du sport, c'est surtout ça que j'aime le plus. Ouais. Avant même que tu fasses carrière et que tu sois obligé de suivre le sport, est-ce que tu suivais des équipes qui avaient rien à voir avec la ville ou la région dont tu étais, justement à cause d'une histoire? Parce que c'est cette équipe-là où certains athlètes sont des underdogs dedans puis il y avait quelque chose d'inspirant. Okay. Ouais, ben tu sais, je pense que les générations en dessous de nous, plus jeunes que nous,
comme il y avait pas mal juste le câble, il était un peu forcé d'écouter le Canadien. Tu sais, les trucs qui géographiquement avaient du sens, puis qui se faisaient raconter par leur entourage immédiat, leur famille, leurs amis, qui eux aussi n'avaient pas accès à Internet. Fait que ça se transmettait beaucoup de génération en génération. Mais là, vu que c'est super éclaté, que les modèles de télévision puis de diffusion sont super éclatés, tu peux devenir vraiment fan d'une autre équipe tant qu'il est à peu près dans le même fuseau horaire. Tu sais. Mais même à ça, quand moi j'étais jeune, puis que je me cherchais une équipe sportive encouragée, mettons les Ducks d'Anaheim, les jeunes tripaient dessus à cause du film, les Mighty Ducks. Si je me rappelle, ouais. Mais c'est dans l'Ouest, les games commençaient à 10h, fait que quand t'es un enfant, tu peux pas tant écouter ça. Fait que... Puis j'avais un portefeuille avec les logos des genre 7 équipes canadiennes à l'époque. C'était genre en 96, 97. Puis j'avais dit, je veux encourager eux à mon père, en me basant juste sur le logo que je trouvais le plus beau. Puis il m'a dit, ben c'est lui des Nordiques. Les Nordiques sont morts, Kevin. Fait que là, je me suis retourné vers l'autre équipe que je trouvais le logo le plus beau, les Maple Leafs. Puis pendant longtemps, c'était mon équipe, c'était les Maple Leafs de Toronto, tu sais, que j'encourageais. Jusqu'à l'usure, mon père m'aille puis me convertisse au Canadien. Puis de fil en aiguille, ben aussi, tu sais, c'est l'équipe que tu exposes dans le journal quand tu vois ça le matin. Fait que tu deviens un peu fan du Canadien par la force des choses. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est plus du tout la même réalité quand tu es un jeune parce que tu peux avoir... suivre les prouesses de n'importe qui, peu importe si tu es où sur la Terre. Mais c'était intéressant, ça. Moi, je le voyais pas. Tu sais, moi, je le voyais vraiment. Je pensais que c'était tabou de pas aimer l'équipe du coin où on est originaire. Pas tant, parce que, tu sais, moi, je viens de la Beauce. À Saint-Georges, à 1 heure de route de Québec. Encore moins depuis qu'ils ont fait une autoroute. Puis là... la grosse rivalité, c'était Québec-Montréal, évidemment. Quand Québec a déménagé, il y en a plein là, des irréductibles qui voulaient rien savoir de devenir des fans du Canadien. Puis ils se sont dit, bon, ben si on peut pas aimer le Canadien, on va prendre ceux qui détestent le plus le Canadien. Ils sont devenus des fans des Bruins vraiment intenses, puis ils sont encore aujourd'hui. Fait que non, tu sais, je pense que oui, on s'accroche un peu géographiquement à la municipalité dans laquelle on est. Mais, tu sais, je pense que dans le sport, puis dans le monde en général, il y a un esprit contrarien où tu aimes ça juste dire l'inverse de ce que... Ouais. C'est de même que des rivalités se bâtissent, c'est de même que des discussions se bâtissent, puis des familles se détruisent, peut-être, ça va à l'extrême. Mais je pense que juste pour ça, il y en a qui vont juste faire l'inverse puis prendre l'équipe qui gosse le plus. Ouais. Mais ça, c'est fou qui ont choisi, OK, je vais continuer à suivre l'équipe qui est les... En fait, c'est ça, c'est pas tant les Nordiques que j'aimais. Ce que j'aimais, c'est détester les Canadiens. Puis quelle équipe fait le plus chier le Canadien, souvent, c'est le Bruins. Fait que, bon, par défaut, on prend pour les Bruins à cette heure-là. Moi, mon oncle, il a jamais voulu prendre pour le Canadien jusqu'à sa mort, là, tu sais, parce qu'il était nordique. Fait qu'il prenait pour l'équipe qui jouait contre le Canadien. Tout le temps, c'est ça. Puis j'en croise encore du monde là, qui me disent ça, là, que comme ils vont aller par opposition avec whatever qui joue contre le Canadien ce soir. Ouais, je pense peut-être un peu de la rancune, tu sais. T'as-tu l'impression, justement pour faire, parce que là, tu parlais de rivalité Québec-Montréal qui était une grosse affaire, t'as-tu l'impression que... ça augmente une rivalité qui est déjà présente, genre les gens de Montréal puis Québec vont s'haïr encore plus, ou au contraire que dans un cadre sportif, ça fait comme une soupape, puis après ça, il y a moins de tension pour le... Tu sais, je sais pas, ça peut être d'un bord ou de l'autre, puis je suis un peu curieux, là. Ben, des fois, ça déborde, là. Puis tu sais, la semaine passée, c'était le Panda Bowl à Ottawa, qui est comme un gros match universitaire de football entre les GGs puis les... c'est comme entre Carleton puis Ottawa, 2 universités à Ottawa, en tout cas. Puis tu sais, des fois, ça déborde parce que genre, tu vas vandaliser le secteur adverse, le quartier adverse. Dans les matchs universitaires aussi, souvent, ça déborde. Là, des histoires où tu vas comme kidnapper la mascotte de l'équipe adverse. Il y a clairement beaucoup de cas où ça déborde. Il y avait un match la semaine passée de l'Olympique lyonnais en France. Pas la semaine passée. Ben, je sais pas quand est-ce que vous diffusez ça, mais récemment, fin octobre, l'OL, je pense qu'il s'est rendu, je vais pas dire dans n'importe quelle équipe, mais une autre équipe française. Et le bus s'est fait attaquer. Puis le coach a reçu un projectile d'en face. Puis il est allé le match était annulé. Fait que il y a clairement des cas où ça déborde. Ouais. Mais comme dans, je pense, n'importe quel secteur, il y a des imbéciles. Sinon, je suis du même avis que toi. Je pense que ça sert un peu de soupape. Moi, le sport, je trouve que c'est le meilleur substitut pour la guerre. L'être humain aime ça être en rivalité, être en opposition, aime ça, veut évacuer une partie de rage en elle, tu sais. Puis, techniquement... c'est sûr que des fois, il y a des blessures atroces puis des cas exceptionnels, mais techniquement, tu gagnes ou tu perds au hockey ou dans un sport, il n'y a pas mort d'homme. Je trouve que c'est un très bon substitut à aller se faire la guerre que de le mettre sur un match de hockey ou un match de football. Fait que moi, je suis plus d'avis qu'il y a plus de positif que de négatif. Ben, encore que le hockey, tout le monde dit que ça fait 50% du jeu, c'est quand ils se battent. Genre, puis ils
ils veulent pas empêcher qu'ils se battent. Ouais. Oui, mais ça reste que c'est pas comme un conflit. Mais c'est pas de la lutte non plus. Ils se tabassent pour vrai. Oui, ils se battent pour vrai, mais c'est pas un conflit militaire. Genre, ça reste, non, bien sûr, ça reste beaucoup moins pire que... pas de décès, là. Ils veulent pas complètement se séparer de la violence par rapport à d'autres sports. C'est clair, quand même. Ouais, ça reste ancré en eux, là, je pense. Là. Mais tu sais, comme là, cette année, dans la LHJMQ, ils ont enlevé les bagarres. Là. Si tu te bats une fois, t'es sorti de la game. T'sais? Fait que c'est comme un gros premier pas. Puis je pense qu'on va en voir moins, mais la violence... C'est le truc jeunesse que t'as dit? Ouais, la LHJMQ, c'est le club junior, les équipes juniors au Québec. Okay. Mais la violence est assez inhérente au hockey, puis elle va toujours rester, je pense, d'une manière ou d'une autre. Là. Puis ça fait partie du côté un peu primate, je pense, des femmes. Ça serait pas, tu sais, au pire, si c'est entendu comme ça, parce qu'il y a des sports qui sont littéralement des sports de combat. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas nécessairement dégueulasse qu'il y ait du combat dans un sport. Faut que tu comprennes les limites, puis comment c'est encadré, puis que ça soit la même chose pour tout le monde. Mais à quel point c'est encadré les bagarres au hockey? Est-ce qu'il y a des places qui n'ont pas le droit de frapper? Ou... Non. Ah, c'est ça, c'est pas comme à la boxe, fait que c'est plus. Ouais. C'est plus violent, en fait. Pour les seules règles, c'est qu'il faut que tu enlèves tes gants. Tu frappes pas avec tes gants. Tu frappes avec tes poings nus, tu sais. Puis après ça, c'est comme free for all, là, tu sais. Mais tu frappes... Tu sais, il y a comme le code éthique, là, où, mettons, le code du vestiaire que tu frappes pas un gars qui est à terre, mais il est pas toujours respecté, tu sais. Puis ce code-là veut aussi que si tu t'es fait frapper dans le dos dans le match d'avant, il faut que tu acceptes de te faire frapper à ton tour dans le match d'après. Fait que, tu sais... Ou si toi, t'as frappé dans le dos, genre? Faut que t'attendes à une rétribution. Il va y avoir une rétribution. Exact. Ouais. Qui devrait être proportionnel normalement selon. C'est pas encadré par Genève, tout ça, là, mais qui devrait être proportionnel normalement. Puis, OK, ben, je veux faire du pouce sur justement, c'est un substitut à la guerre. T'as-tu l'impression, justement, puis c'est un peu ça le cœur de la question, que les fiertés régionales devraient être avec des gens qui vivent dans la région ou qui ont appris leur sport dans la région? Parce que justement, moi, avec mon regard extérieur, c'est un peu absurde la fierté un peu chauvine de c'est mon équipe, mais il y a personne de cette équipe-là qui a grandi dans la ville que tu défends. T'sais. Ouais, est-ce que la fierté serait plus légitime si les athlètes venaient de la région? Ouais, alors que là, c'est comme si c'était des mercenaires qu'on C'est vraiment ça, c'est ça. L'analogie avec la guerre, c'est 100% des mercenaires. Mais tu sais, bon, mais au départ, puis je peux pas parler pour tous les sports, mais celui que je connais, c'est le hockey. Puis au départ, quand il y avait juste 6 équipes, la plupart des joueurs de hockey étaient nés au Canada. Donc, il y avait Montréal, Toronto au Canada et les autres équipes, Chicago, Boston, Détroit et New York étaient aux États-Unis. Donc, ils étaient largement défavorisés parce qu'ils voulaient jouer au hockey, mais la plupart des bons joueurs étaient au nord de la frontière. Puis à ce moment-là, il n'y avait pas de repêchage. C'est drôle parce que, tu sais, un draft, il y a aussi un sens militaire à ça quand tu te fais drafter dans l'armée. Il n'y avait pas de repêchage. Les équipes sponsorisaient des clubs juniors autour, donc donnaient de l'argent. Puis nous, à Brampton, ça va être notre équipe. Puis à St. Catharines, puis à Noranda. Puis c'est comme s'ils groomaient leurs joueurs de même, puis se joignaient à eux. Il fallait qu'ils viennent de ces équipes juniors-là. C'était le pipeline normal pour recruter des joueurs. C'était beaucoup plus géographique, mais en même temps, le Canadien pouvait très bien décider que c'est moyen de sponsoriser une équipe en Ontario ou au Manitoba, mais c'était plus près géographiquement déjà à ce sens-là. Mais ça créait comme une disproportion au niveau du talent assez flagrante, là, parce que, comme tous les meilleurs joueurs sont canadiens, qu'il y avait 2 équipes canadiennes très puissantes, qui avaient des gros moyens, il y avait les moyens de sponsoriser des équipes juniors, puis il y avait un droit de veto sur à peu près tous les joueurs qui étaient là, sauf peut-être Détroit, qui était comme très près de la frontière, fait qu'ils réussissaient des fois, mais ça créait quand même un... Ben, tu sais, ça faisait pas du hockey le fun parce que c'est les 2 mêmes équipes qui avaient les mêmes joueurs tout le temps. D'où l'idée de créer un repêchage où tout le monde pouvait repêcher qui il voulait, tu sais. Mais même quand le repêchage a été mis en place, il y a eu une exception, l'exception franco-canadienne dans le hockey où l'équipe de Pollock du Canadien avait tellement investi d'argent dans ses sponsors à travers les équipes qu'on se sentait mal un peu de tirer la bloc sur ce système-là puis le remplacer par un système universel où tout le monde parle à son tour, qu'on a dit, bon, ben le Canadien, vu que ça fait tellement longtemps qu'ils ont la main mise sur le territoire québécois puis un petit peu aux alentours, on va leur donner une exception. Puis à chaque année, ils ont le droit de prendre les 2 meilleurs franco-canadiens no matter, puis après ça, on fait le repêchage. Ça a duré comme 7-8 ans jusqu'à ce que l'effet des sponsors s'atténue. Puis après ça, on est revenu à un système universel qui, tu sais, est pas parfait, mais il reste que même si c'est des joueurs souvent qui viennent de l'extérieur, parce qu'aujourd'hui, tu sais, c'est comme 10% du monde qui vient de la Suède, puis 5% de la Russie, ça marcherait pas. Là. On pourrait pas avoir des matchs à Stockholm, puis après ça à Montréal. Il reste que, même si c'est pas
des joueurs québécois, mettons, dans l'équipe du Canadien, des joueurs de Toronto dans l'équipe des Maple Leafs. L'équipe a été construite à Montréal. C'est des générations et des générations de citoyens qui se sont investis temps et argent dans cette équipe-là, puis qui ont construit l'Empire canadien, tu sais. Fait que même si les joueurs sur la patinoire sont pas de la municipalité, ça, c'est quand même un produit local. La franchise, et je comprends ce que tu veux dire, c'est intéressant. C'est un peu en philosophie le concept du bateau, tu sais, un bateau qu'on remplace d'année en année, un morceau, tu sais. Fait que là, tu changes une pièce, il va faire 2-3 voyages, reviens, t'en changes un autre. Puis là, après 75 ans, il n'y a plus aucune pièce d'origine, tu sais. À quel moment le bateau n'est plus le bateau d'origine, n'est plus un bateau qui a été construit, mettons, à Montréal? À quel moment ça devient un autre bateau? Surtout que maintenant, il y a un drapeau du Panama parce que ça coûte moins cher pour les... exact. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Ben, c'est pour ça. Fait que là, tu sais, mettons, au début, c'était surtout des Franco-Canadiens qui jouaient à Montréal. Ils se sont greffés des anglophones, se sont greffés des Européens, mais qui s'intégraient à l'équipe puis qui étaient pris sous leur aile par des Montréalais. Fait que c'est comme, tu sais, on remplaçait un Montréalais par d'autres joueurs qui s'intégraient, puis de fil en aiguille, ben il restait plus personne de la formation originelle, mais ça reste quand même l'idée de départ que c'est un club montréalais, tu sais. C'est peut-être pour ça qu'il y a autant de gens qui ont un sentiment d'appartenance aussi fort aux Canadiens, contrairement à d'autres clubs qui sont nés en 2017, de genre... Qui sont plus récents, ils n'ont pas le même historique du tout. Ouais. J'ai l'impression que ça change souvent, les joueurs. Qu'est-ce que tu fais si ton joueur préféré s'en va dans une autre ville? Tu le suis ou tu restes avec ton équipe? Ben moi, un des moments les plus sombres de ma vie, c'était en juin 2017, quand Piquet Souban a été échangé. Tu sais, moi, je suis journaliste sportif, fait que techniquement, je suis neutre, disons, tu sais. Ça doit être un milieu où, tu sais, le journalisme en général, c'est déjà difficile d'être neutre. Là, en sport, tu as grandi. Mais tu sais, je suis quand même le plus neutre possible dans mes propos, mais l'équipe que je préfère suivre, c'est le Canadien. Je suis capable de la critiquer pareil. Mais à ce moment-là, j'étais pas fan du Canadien. J'étais pas journaliste, j'étais juste fan du Canadien. Et quand on a échangé Piquet Souban, ça m'avait dévasté. J'étais juste parti de ma job à 3 heures parce que j'étais plus capable de travailler. Ça m'avait vraiment... Puis je me suis mis à encourager l'autre équipe, Nashville, dans ce cas-ci aussi, en parallèle. Mais, tu sais, comme, c'est une transmission qui se résume pas à un joueur. Fait que tu vas être déçu qu'il quitte l'équipe, mais tu vas pas décrocher, je pense, de ton équipe. Ou si oui, c'est que t'étais fan de ce gars-là à la base, t'étais pas fan de l'équipe, tu sais, t'étais pas fan du logo comme le sont la majorité des partisans, je pense. Pour revenir sur le truc des joueurs qui sont pas de la ville, est-ce qu'il faut absolument que le propriétaire de l'équipe soit de la ville? Est-ce qu'il faut absolument qu'un coach... Y a-tu comme une limite où, à un moment donné, ça peut... ils pourront plus faire partie de la Ligue nationale ou quelque chose comme ça si... Non. OK. Non, aucunement. Tu sais, il n'y a aucun quota où on doit respecter. Je dirais qu'il y a un quota tu sais, fictif et culturel, un quota culturel propre à Montréal. Montréal, c'est comme vraiment la seule ville où... au début de la saison, il va y avoir une page dans le journal. Combien y a-t-il de joueurs québécois dans l'alignement? Et comme là, il n'y a pas longtemps, il y a eu la création de la Ligue féminine de hockey, la LPHF. On ne sait pas encore le nom de l'équipe, mais ça devrait s'appeler l'ECHO. Et quand on a nommé la coach, elle ne parlait pas français. Et ça a fait scandale. T'sais. On sentait que le bassin de coach professionnel féminin est très, très minime. Et d'ailleurs, c'est pas toutes les ligues qui ont réussi à trouver une femme pour coacher. Là, d'avoir une femme francophone compétente, c'était compliqué. C'est juste à Montréal que ça arrive, ça, tu sais. Oui. À Montréal, quand Randy Coneyworth a pris le règne de l'équipe de manière intérimaire, c'était un scandale parce qu'il parlait pas français. Puis, ça fait à peu près il y a 2 ans, pour la première fois de l'histoire du Canadien, il n'y avait aucun joueur québécois dans la formation en 100 ans d'histoire, tu sais. Puis, ça avait fait jaser énormément. Puis après ça, l'année d'après, le Canadien avait embauché beaucoup de joueurs, tu sais, pas nécessairement super bons, genre Cédric Paquette, Mathieu Perreault, mais juste pour s'assurer que ça se reproduise plus. T'sais. Parce qu'il y avait peur qu'il y ait une drop de public ou quelque chose comme ça, ce qui aurait probablement été le cas après quelques temps. Ouais. Les Alouettes de Montréal se font un point d'honneur d'avoir des francophones dans leur équipe. C'est une raison probablement culturelle, mais aussi économique, parce qu'ils savent que ça va emmener des gens dans les estrades. La première année des Lions de Trois-Rivières dans la ligue de la ECHL, tu démarres une équipe, tu te dis on va au moins aller chercher des joueurs locaux pour avoir du monde dans les gradins. Fait qu'il y a un facteur économique et culturel, mais il n'y a pas de règlement. Sauf que si tu tombes, mettons, au niveau universitaire, collégial, dans le hockey mineur, là, on divise par fief, là, par secteur géographique. Puis c'était ça dans les Mighty Ducks 2, je pense, Adam Banks.
c'était le District 5, celui des Mighty Ducks. Puis là, à un moment donné, on se rend compte que Adam Banks, il y a eu un redécoupage électoral. Puis là, il était plus dans la bonne équipe. Il fallait qu'il se joigne aux Ducks. C'est du gerrymandering de sport. Wow, OK. C'est ça. Fait que là, il fallait qu'il change d'équipe parce que techniquement, il était pas né à la bonne place. Mais dans le sport professionnel, c'est une industrie. Puis ça n'existe pas, ce principe-là. Mais c'est dur en tant que joueur, je trouve. Parce qu'en plus, c'est des sports d'équipe. Il faut que tu aies un sentiment d'appartenance. Mais en fait, eux, ils s'en foutent où ils jouent. Ils ont aucune fierté à représenter qui ils représentent s'ils viennent pas de là. Donc, ils sont obligés de jouer individuellement, genre, mais ça perd un peu de... Je pense que tu dois avoir une appartenance, pas nécessairement à la ville où tu étais obligé d'aller, mais à tes coéquipiers. Tu as une appartenance de ton équipe, de ce qu'elle est à ce moment-là, puis de ton team. Tu es fier de ton team, j'imagine, quand tu es un sportif. Ouais, mais c'est ça. Moi, je suis pas... Vu que merci de me l'avoir demandé à moi. Moi, je suis pas les sports de ligue professionnelle. Justement, il y a des échanges, mais moi, j'aime les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de soccer. Là. Aussi les gros événements comme vous. Et ça, c'est tout des trucs où on est obligé de respecter... t'es obligé de venir de là, genre... Ouais. Et encore là, le Qatar, tu sais, qui achète des passeports, puis tu sais, mais c'est vrai que, mettons, dans cette perspective-là, le sport international, ça respecte ce principe-là, effectivement, normalement, en temps normal, puis... tu sais, après, il faudrait demander à des athlètes professionnels, est-ce que tu vas plus avoir un sentiment d'appartenance et de défoncer, mais tu sais, gratuitement une Coupe du Monde, mettons, au hockey, t'es pas payé, mais tu défends l'honneur de ton pays versus si t'es payé 8 millions pour une équipe. Tu sais, ça doit dépendre des athlètes, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de beau, de noble et de pur à ce que, tu sais, c'est comme... Là, on mesure vraiment, géographiquement, quel secteur du monde est le meilleur dans tel sport. Tu sais, ça, c'est cool. Là. Moi, ce que j'aime, c'est les voir pleurer quand ils entendent leur hymne et tout. Ouais. C'est ça le plus fort, je trouve. Oui, il y a une contagion de fierté. C'est ça qui manque quand les Finlandais marquent des points. Je sais pas, en fait, je n'écoute pas assez le hockey. Oui, mais au-delà, mais c'est ça. Mais moi c'est pas de toute façon... Ils pleurent pas, ils ont pas l'impression que... Mais c'est pas du tout un truc de... Moi, je trouve qu'il y a une certaine logique là-dedans aussi parce que dans le sens où les athlètes viennent pas de nulle part, il y a une infrastructure qui permet de se développer. Tu as un talent, mais t'as un milieu qui te permet de pratiquer ton sport, quelque chose comme ça. Fait que quand c'est le pays qui est célébré, c'est comme si... Peut-être que je vais chercher loin, mais c'est comme si leur infrastructure sportive était célébrée aussi. Ben oui. Parce que c'est ça, ils tombent pas du ciel, les athlètes. Là. La Finlande, c'est un bon exemple parce que c'est un tout petit pays, mais qui torche au hockey. C'est parce qu'ils ont vraiment... comme nation, choisi d'investir dans ça, puis trouver une bonne manière d'élever les jeunes à travers le sport, puis ça fonctionne. Puis là, c'est un succès national qu'on peut célébrer. Puis après ça, je pense que certains athlètes qui se sentent peut-être redevables de comme, ben tu sais, moi, j'ai grandi, l'État a investi en moi pour que je devienne un bon athlète. Fait que quand viennent les Olympiques, je me sens redevable envers la nation, puis je vais vraiment me donner à 100%, tu sais. Mais le sport professionnel... c'est difficile à transposer parce qu'après ça, comme, tu sais, au hockey, on aurait une équipe genre à Montréal, Toronto, Stockholm, Moscou. Tu sais, il serait tout le temps sur le décalage horaire, ça marcherait pas. Ça marcherait pas, tu sais. Fait que, puis, tu sais, comme on veut pas se priver de ça, comme, mettons, l'un des meilleurs joueurs de la LNH en ce moment, Austin Matthews, est né en Arizona. Une place où il n'y avait pas de hockey, mais on a mis une équipe de hockey là-bas qui était plein de Canadiens puis de Suédois, mais ça donnait le goût à un petit gars de 4 ans de jouer au hockey. Fait que ça permet d'universaliser le sport puis d'élargir la démographie du hockey aussi. Tu sais, le fait qu'il y ait une espèce d'immigration comme ça des joueurs. Et juste pour me resituer, c'est tous les combien qui s'échangent? Est-ce qu'il y a des joueurs qui jumpent vraiment chaque année d'équipe? Il y en a, ça? Ouais, des joueurs de soutien, mettons, là, des joueurs qui comme, ont vraiment de la misère à faire l'équipe et qui se battent pour un contrat d'1 an. S'ils ont un contrat de 2 ans, ils sont vraiment contents. Mais tu sais, je pense que la durée de vie d'un joueur moyen dans une équipe, pas une vedette, c'est peut-être 3-4 ans. Fait qu'il y a quand même un roulement. Puis les coachs, c'est un peu la même chose aussi. Là. Ouais, moi, quand j'ai fait un peu de recherche pour l'épisode, j'avais vu au moins l'équipe du Canadien, c'est l'entraîneur et le propriétaire sont membres de Montréal. Ça, c'est cool. Parce que l'équipe de soccer de Paris, comme ils appartiennent ils appartiennent au Qatar, l'entraîneur est genre
espagnol. Ou Le Qatar a combien d'équipes? Est-ce que le Qatar a tout plein d'équipes? Ils veulent en acheter de plus en plus. C'est ça, le Qatar, l'Arabie Saoudite, là, c'est des nouveaux pôles sportifs. Fait qu'il faut pas trop s'attacher à nos événements sportifs en ce moment. Mais par contre, il y a plus de joueurs français dans le PSG que de joueurs canadiens dans le Canadien. Fait qu'on sait pas qu'est-ce qui est mieux au final. Mais après ça, ça soulève quand même un autre point qui, malheureusement, a été soulevé plusieurs fois dans l'histoire parce que l'équipe de France, c'est un bon exemple où on se demandait, tu sais, qui est né en France et qui, tu sais, a immigré. Bon, ben tu vois, ça, c'est une autre question parce que si on veut avoir vraiment une position stricte sur qui peut représenter quel pays, ça veut dire que des joueurs issus de l'immigration n'auraient pas le droit de représenter leur pays. Là, comme, tu sais, je trouve qu'on s'approche dans des zones dangereuses. Mais ça n'a pas de bon sens. Oui, mais en fait, tous à part deux, apparemment, sont nés en France et ils sont peut-être deuxième génération ou plus. Ouais. Ça, c'est un autre problème, c'est qu'ils ne sont pas considérés français quand ils sont citoyens de son pays. C'est ça, ils sont nés en France, ils ont grandi en France, ils ont été entraînés en France, ils ont complètement une culture française. Il y en a qui n'ont jamais mis les pieds dans le pays d'origine de leurs parents. Ça n'aurait aucun sens qu'ils ne jouent pas pour la France non plus. Ouais. Après, c'est sûr que on voit vraiment visuellement que la France c'était un empire colonial là, ça en soi c'est oui, ça paraît dans l'équipe genre. Ouais, tu vois, ça montre l'historique du pays, mais ils joueraient pas ailleurs et ils sont 100% français et s'ils avaient immigré de la Pologne, on leur poserait pas la question quoi. Et il y a sûrement un très bon côté là-dedans aussi où les Français blancs chauvins un peu racistes sont forcés d'être exposés puis de célébrer des gens de plein d'origines. Ouais. Fait qu'il y a peut-être un côté de... Ça te force à t'ouvrir l'esprit aussi un peu, là, à travers les équipes sportives super diversifiées. Puis des fois, c'est des histoires à succès. Je veux dire, je pense que comme quand la France triomphe sur la scène internationale avec des joueurs qui sont issus de l'immigration de deuxième génération ou autre, je pense qu'il y en a quand même qui sont fiers de ça, qui voient ça comme un modèle de succès. C'est des jeunes dont les parents sont venus s'installer ici puis que leurs enfants ont réussi à s'imposer sur le plus grand stage mondial. Je pense que ça aussi, ça vient un peu faire vibrer la fibre patriotique française. Fait que ça a aussi des bons côtés. Puis je pense que ce principe-là se transpose aussi dans l'industrie professionnelle, parce que c'est un peu le même principe. Dans le fond, c'est juste qu'il y a de l'immigration économique qui se passe dans l'industrie professionnelle. Puis l'exemple des Golden Knights de Vegas au hockey en est un bon, parce que ça, c'est une équipe d'expansion. Fait que quand tu es une équipe d'expansion, tu n'as pas le choix de commencer avec 100% de joueurs qui viennent de l'immigration, entre très grosses guillemets. Il y avait un joueur... Mais peux-tu m'expliquer c'est quoi une équipe d'expansion? Je sais pas... Ouais, donc en 2016, comme en 2016, la LNH a dit on va installer une nouvelle équipe, créer une nouvelle équipe. Et là, chaque formation de la Ligue doit rendre disponible 2 ou 3 joueurs. Et là, la nouvelle équipe va piger les restants ici et là. Et c'est comme ça qu'on bâtit une nouvelle équipe. Là, Vegas, pas du tout un foyer de hockey habituel. Ils se sont quand même forcés, ils sont allés prendre un joueur qui venait du Nevada, le seul dans la Ligue, Derek England, qui était, si je ne me trompe pas, leur premier capitaine. Et tous les autres, c'était vraiment, comme on appelle en anglais, des outcasts, là, des misfits, qui venaient d'un peu partout. Et la première année, ils se sont rendus en finale de la Coupe Stanley. Et leur première année, c'était juste après qu'il y a eu une fusillade au Nevada lors d'un spectacle country. Je me rappelle plus trop, mais on n'en tient plus registre, là, des fusillades aux États-Unis. Mais tu sais, il y a eu la fusillade 2 jours après premier match. Puis ça a vraiment soudé cette équipe-là qui s'est attachée. Il y a eu plein d'activités avec la communauté. Ils sont tous devenus des joueurs de Vegas. D'ailleurs, c'est devenu leur slogan « Vegas Born », genre « né à Vegas », même si en vérité, aucun d'entre eux était né et à très Vegas. Peu de gens à Vegas, j'ai l'impression, sont nés à Vegas. Ouais. C'est pas une ville de... Non, c'est beaucoup une ville de touristes, mais ce qu'on a appris aussi comme spectateurs et partisans, c'est que Vegas, il y a aussi des milieux résidentiels. Puis les gens qui allaient voir Vegas, les matchs, c'était pas juste des touristes, il y avait beaucoup de une fanbase vraiment forte. Et ils se sont rendus en finale de la Coupe la première année, puis ils ont remporté la Coupe l'année passée, avec encore, quand ils ont gagné la Coupe l'année passée, la grosse histoire, c'était les Original Six Misfits, genre ceux qui avaient réussi, qui étaient là au tout début lors de l'expansion, puis qui ont gagné la Coupe, puis qui sont nés à Vegas, puis qui ont remporté la Coupe. Fait que tu sais, il y a comme ce principe-là aussi qui existe dans l'industrie professionnelle. Si on l'accepte
genre de flouer les frontières sur la scène internationale, il faut aussi l'accepter, je pense, sur la scène professionnelle, qu'il va y avoir de l'immigration économique de même. T'sais. Puis que c'est pas juste des mercenaires qui vont chasser le plus gros contrat. Non, parce qu'eux, ils ont développé, c'est ça, ils ont développé une appartenance, puis ils sont contents d'être là. Puis c'est vrai que... Puis en plus, de ce que je comprends, il y avait aucun joueur vedette, il y avait personne on n'aurait pas pu prévoir qu'il se rendrait loin même. Tout à fait, c'était vraiment là, des restants qui s'étaient assemblés, mais ils se sont solidifiés autour de ça, puis ça a fait une des plus belles histoires du hockey professionnel. T'sais. Merci vraiment beaucoup. Y a-tu des trucs que tu voudrais plugger? Je suis à la radio les week-ends, le samedi, dimanche, à la première chaîne de Radio-Canada à travers le Québec et le Canada, à travers le Québec le samedi, et on est diffusé à travers le Canada le dimanche. Fait que c'est ça. Vous pouvez nous écouter à la radio, partout, peu importe votre degré d'allégeance. Puis, on est neutre. Oui, j'essaie le plus possible.